Donc, c'est un terme sur lequel j'ai mis des réserves, mais, parce qu'en fait, didactologie, c'est une... Alors, si on prend en considération le fait que la didactique est en elle-même une réflexion sur, donc c'est un champ de recherche à part entière, le fait de parler de didactologie, c'est de dire que la didactique n'est pas une science, n'est pas un champ de recherche, c'est juste une somme de pratiques normatives, prescrites, etc. Donc, c'est pour ça que moi je ne dis pas qu'il faut surmonter cette notion de didactologie, mais qu'il faut peut-être la mettre en question, en partant du fait que nous, dans la section marocaine de la IRDF, on cherche à se situer dans les vieilles discussions qui vous sont familières, en fait, parce que ces discussions se présentent pour nous sous l'effet de la nouveauté d'ordre épistémologique. Le tour d'horizon fait par Caroline ce matin nous a montré effectivement que cette question de contexte a tout le temps préoccupé je te cite à chaque fois, mais non, parce que c'est la dernière intervention. Non, mais en fait, j'avais ce propos. Je voulais vraiment faire ce tour d'horizon des approches didactiques du contexte, ou des contextes d'enseignement. Et ce que tu as fait, vraiment un travail de synthèse qui mérite d'être applaudi, sincèrement. Et donc, très rapidement, parce que c'est un mot d'introduction, j'introduis le propos de Mohamed. Je rappelle juste un mot que j'ai dit ce matin par rapport à ce projet de la section marocaine de la IRDF. J'ai dit que ce colloque, comme le premier colloque, c'est une occasion de réfléchir sur ce qui rend spécifique notre discipline, mais aussi sur les transversalités, parce qu'en fait, l'usage maintenant du mot didactique se fait majoritairement au pluriel. Et d'ailleurs, Mohamed coordonne un master qui s'intitule Didactique du français, didactique au pluriel. Alors ce matin, il y a eu un étudiant qui a parlé de didactique avec S. Et il a insisté là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on reconnaît la diversité des didactiques, mais cette diversité est très problématique. Donc quelle diversité on parle ? Est-ce qu'il s'agit justement de se repérer dans le dédale des approches sociolinguistiques, etc., qui mettent en relief les variations justement des usages de la langue en contexte, ou bien il faut plutôt parler d'une diversité des objets, une diversité des perspectives, une diversité des approches du français en contexte. Alors, très vite, le noyau dur de notre projet, je reprends encore une fois les mêmes propos, mais le noyau dur de notre projet, la section marocaine, c'est d'aller au-delà des tensions statutaires autour du français. C'est-à-dire, ce qui nous préoccupe, en fait, c'est ces lexiques qui sont consacrés par un long usage, FLE. Alors, français langue étrangère, français langue maternelle, français langue seconde, et on se pose tout de suite la question, savoir quel français on enseigne. Est-ce qu'il s'agit du FLE ? Est-ce qu'il s'agit du FLM ou du FLS ? Et là, tout de suite, pour cette question, on s'est situé un peu dans comme l'appelle Spayet, c'est une sociolinguiste, dans des tensions conceptuelles flottantes. Parce que la question des statuts est en elle-même floue. Donc, quand on dit statut du français, est-ce qu'on se réfère au statut institutionnel ? Par exemple, au Maroc, on parle du français langue étrangère privilégiée. Mais privilégiée par rapport à quelle langue ? Alors, le qualificatif privilégié renferme tout un parti pris idéologique. C'est-à-dire c'est la deuxième langue, c'est la première langue étrangère, après il y a l'anglais et l'espagnol. Et donc, le fait de rentrer dans ces tensions conceptuelles flottantes ne permet pas de tirer au clair la question de la diversité, de la complexité des contextes d'enseignement. Donc, généralement, ces lexiques sont définis comme étant spécifiques l'une par rapport aux autres. Par exemple, le FLM, le français langue maternelle, se placerait très souvent, de par son histoire, par ses fonctions, plus du côté de la transmission que de la communication. Alors que le FLE, le français langue étrangère, et le FLS, français langue seconde, renverrait à des variétés du français en fonction des situations d'échange. Donc on est beaucoup plus dans une approche communicative, d'obédience sociolinguistique, qui définit les usages effectifs de la langue dans des situations de communication produites ou imitées en situation de classe, contexte pédagogique, de façon réaliste. Alors là, on parle du contexte social.
Néanmoins, dans l'histoire des idées, il faut le reconnaître, ces catégories sont subjectivement construites. Alors, ce que l'on entend par FLE, français langue étrangère, français langue seconde et français langue maternelle, ce sont des constructions subjectives qui dépendent étroitement des histoires individuelles, des histoires collectives, des histoires sociales, des préoccupations et des exigences théoriques. Alors, parlons d'actologie, en parlant des situations, donc ce sont des partis pris théoriques, mais ce sont aussi des positions militantes qui montrent que ce sont les acteurs eux-mêmes, c'est la manière dont ils s'approprient justement ces différentes lexies, la manière dont ils s'emparent de ces lexies, la manière dont ils en donnent valeur, qui fait qu'effectivement on parle de ces différentes lexies comme si c'était justement des catégories intangibles. Alors logiquement alors, ne plus aborder, pour nous encore une fois, ne plus aborder le statut du français à partir de traits définitoires, approximatifs. Par exemple, là, je reprends un peu le terme de Michel Baben, la xénité d'une langue par rapport à une autre, c'est-à-dire l'étrangérité d'une langue par rapport à une autre, ou encore d'une même langue par rapport à ses différentes déclinaisons sociales ou culturelles, mais faire glisser la réflexion vers la question, qu'on trouve beaucoup plus unificatrice, de la discipline française, de ses contenus, de ses configurations, de ses fonctionnements et de ses enjeux en contexte. Voilà. Donc c'est ce glissement qui a véritablement des conséquences considérables sur la didactique du français elle-même. Alors s'il est primordial de mettre en discussion l'opposition FLE, FLM, FLS, et de raviver ces vieilles discussions dont j'ai parlé tout à l'heure autour du statut de la langue, c'est parce que le questionnement statutaire en lui-même ne résorbe pas le problème des contextes, des évolutions réelles, des contextes d'enseignement, et des évolutions aussi du champ didactique sous l'impulsion des avancées des disciplines contributoires et de changements sociétaux plus larges, imprégnant les contextes d'enseignement dans lesquels s'inscrivent les contenus de la discipline française. Alors, très rapidement, encore une fois, deux indices montrent que ce que l'on est en train de construire maintenant, c'est une sorte de renouveau épistémologique de la didactique du français au Maroc. Alors, voilà, on référence un peu à ce qui se fait au niveau de la IRDF. Alors, le premier indice est lié à l'identité de la IRDF elle-même, qui s'est considérablement transformée au fil du temps, ne serait-ce qu'en changeant de dénomination, de la didactique du français dans maternelle à l'Association internationale pour la recherche en didactique du français. Donc ce changement est très symbolique. D'ailleurs, il a suscité de très vives polémiques et controverses. Je vous réfère par exemple au dossier, au dossier numéro 27 de la lettre de la IRDF, de la DFLM alors, publié en 2002. Là où il y avait vraiment des réactions très vives, alors celle par exemple de Philippe Blanchet, qui est un didactologue, c'est juste dire, de Jean-Louis Schiss, qui est un sociolinguiste, et de Jean Vircu, qui travaille beaucoup plus sur le français langue seconde. Et donc vous pouvez consulter ce dossier. Et donc les différentes réactions sont recueillies dans la rubrique Réflexion et débat. Alors, dans ces controverses, effectivement, ou à travers ces controverses, on peut dire qu'aujourd'hui, l'AIRDF, en faisant créer plutôt une section marocaine, qui part certainement de positionnements différents, parce que ce qui se pratique aujourd'hui chez nous, c'est majoritairement le FLE, comme on dit, mais le FLE, alors le FLE français langue étrangère, c'est beaucoup plus une catégorie qui pose problème, parce qu'en fait, quand on parle du FLE, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FLE c'est lié plutôt aux approches communicatives, mais quand on voit que, par exemple, au niveau du secondaire, on fait lire aux élèves des œuvres littéraires, donc on travaille sur la littérature, alors la question qui se pose, est-ce qu'on fait vraiment du FLE? Donc c'est vraiment un premier raisonnement, c'est une première question qui fait réfléchir. Donc ce changement symbolique, ce changement de dénomination permet à la IRDF aujourd'hui de dialoguer avec des partenaires scientifiques, au positionnement sans doute différent, mais qui ne manquent pas d'enrichir ces champs d'activité. Par exemple, la IRDF est membre de la commission du français langue maternelle, mais aussi de la Fédération internationale des professeurs de français. Donc ça veut dire qu'il y a des continuums qui s'installent entre les différents partenaires, entre les différents positionnements, et qui fait que les catégories, donc les lexies justement, n'ont plus de sens en fait, n'ont plus de sens dans la mesure où, alors par exemple pour l'AIRDF, il existe un consensus tacite, très implicite, sur le caractère ambigu et obsolète du qualificatif maternel, qui est jugé sociologiquement trop étroit par Le Gros, ou trop connoté affectivement par Claude Simard, parce qu'il ne répond pas justement
à l'hétérogénéité croissante des populations scolaires et à la complexité des situations linguistiques des pays francophones. Ce consensus tient aussi à la nécessité de tenir compte de la diversité des rapports à la langue, des situations et des pratiques langagières, comme l'a montré Caroline, ou d'interroger plus particulièrement l'articulation des pratiques sociales extrascolaires avec des pratiques scolaires déjà instituées. Alors, le second indice est lié à la nature des recherches qui sont menées de manière plus large en didactique des langues. Alors, si la IRDF considère comme nodale, comme centrale la réflexion, la question de la diversité des publics et de l'hétérogénéité des réalités sociales et interculturelles, cette préoccupation se fait l'écho d'une pléthore de travaux, vous en avez fait la synthèse, mon cher collègue, d'une pléthore de travaux portant dans une perspective de contextualisation didactique sur les usages de la langue en contexte, son ancrage dans les pratiques sociales et sa détermination par des paramètres surtout extralinguistiques. Voilà, le contexte contenant. Okay. Alors, au cœur de ces travaux, l'exigence théorique de ne plus confondre la didactique avec son objet et de ne plus l'envisager comme une simple linguistique appliquée, comme une simple sociolinguistique appliquée, s'accompagne de l'hypothèse que les fonctionnements institutionnels et les pratiques de classe sont spécifiés par des réalités locales. C'est ce que vous avez souligné également. Alors, ce qu'on nous proposons, c'est un glissement. Donc ça va être illustré par Mohamed. Un glissement conceptuel. Alors, le mot glissement n'a rien de péjoratif. En fait, c'est pas un glissement, c'est au sens propre. C'est un basculement. C'est un basculement qui est aussi un glissement parce qu'il est porteur de risques. Il est porteur de risques et d'écueils épistémologiques. Donc, c'est un basculement conceptuel vers la question de la discipline française. Alors, ces premiers éléments de réflexion montrent que d'un contexte à l'autre, d'un espace sociolinguistique à un autre, d'un domaine théorique de référence à un autre, les questions ne sont peut-être pas les mêmes. D'autant plus que ce qui rend spécifique la didactique du français elle-même, ce qui définit les objets et les pratiques qu'elle a à défendre ou interroger, n'est pas du même ordre. Or, ces enjeux de contextualisation, est-ce qu'ils suffisent réellement à comprendre l'étendue, la complexité et l'évolution des problématiques didactiques? Alors, en considérant comme centrale la question de l'incidence des contextes d'enseignement sur le champ de la didactique du français, un glissement, un basculement, donc je me corrige, un basculement conceptuel s'avère nécessaire de la langue, de la question de la langue en tant que telle, vers celle de la discipline française. Envisagée ici, donc c'est une définition qui est très chère à Isabelle, comme une construction historiquement et socioculturellement située, spécifiée par des contextes institutionnels en perpétuelle restructuration, mais visant transversalement à discipliner. Alors Bernard n'est pas là. Donc à discipliner, c'est-à-dire à construire chez l'élève, donc je cite Bernard, je le dis, construire chez l'élève certaines manières de penser, de parler ou d'écrire, de se comporter dans certains contextes. Ce glissement implique de resserrer donc la focale sur la pluralité des contextes d'élaboration des objets, et non pas sur la pluralité des contextes d'usage de la langue. En amont sur la question de la fabrique historico-sociale de l'enseignable, comme le dirait Chervel ou Fourquin, devenu à différents degrés un horizon indépassable en didactique des disciplines de manière générale. Alors que l'on se positionne du côté du FLF ou de celui du fleuve FLS, se pose transversalement le problème de la sélection des formes sur lesquelles reposent les savoirs transposés. Alors, cela donne toute importance au travail de Mohamed, qui aborde les exercices scolaires comme des espaces de contextualisation. Donc, il va illustrer ce propos après. Alors, il ne peut s'agir de la langue sous toutes ses latitudes, ni dans la complexité de ses évolutions. Le fait est qu'il existe, on le sait, un écart entre la forme scolaire, qui est constitutive de la discipline française, et, ou encore la culture scolaire qui est sollicitée dans le cadre de son enseignement, de son apprentissage. Donc il y a un écart entre cette forme scolaire et cette culture scolaire, et la réalité linguistique, qui est dynamique, hétérogène, saisie en dehors de la discipline, et qui évolue et se transforme également aux frontières des sphères éducatives non formelles. Alors Mohamed, c'est bon? J'ai fini, j'ai introduit ton propos, donc à toi de jouer maintenant. À toi d'illustrer un peu cette question justement de contextualisation qui se fait par les exercices scolaires. Et Mohamed s'intéresse beaucoup aux travaux de Nathalie Benezot. Voilà, donc la question des genres, la question des exercices, le travail de Christophe Rambaud aussi. Alors, je te cède la parole.
d'effet d'annonce sur moi. Hein. Donc, ça, ce n'est pas du tout facile. Donc, je pourrais dire que je vais enchaîner tout court sur ce que tu viendras de construire. C'est énorme. Mais je devrais quand même préciser que mon intervention, qui allait prendre la forme quand même d'une communication, qui s'inscrit en fait d'un travail qui est en cours. Un travail de recherche qui s'inscrit dans le cadre d'une double visée. La première est le résultat d'un travail de thèse réalisé par un doctorant. Je pense à notre collègue Abdelrazak Khlaoui. Donc je parlais d'une première visée historico-justement didactique de l'enseignement de la lecture et de l'écriture. La seconde, qui répond beaucoup plus à une visée de contextualisation et de recontextualisation de l'enseignement et de l'apprentissage d'écriture. Et c'est dans cette visée de manière particulière que j'inscris pendant la deuxième partie, je veux dire, de ma présentation. Je dirais, alors que tout domaine de recherche donc, se doit de spécifier son objet, bien entendu d'étude, et de le cerner dans un paradigme. Je cite Cohn, donc 1970. Et c'est l'une, je dirais, des leçons que nous venons d'apprendre à travers, sur 10 journées quand même dédiées à la recherche scientifique. Voilà, de le cerner dans des paradigmes qui vont caractériser des perceptions. Je pense aux perceptions des chercheurs, bien entendu, des perceptions sur le monde. Le contexte d'enseignement du français, nous avons assisté depuis ce matin à différents prismes sous lesquels donc, on pourrait appréhender la notion de contexte. Le contexte qui revêt plusieurs dimensions, donc géographique, on va insister quand même avec voilà, la distinction lieu et contexte, alors plusieurs dimensions géographiques, linguistiques, culturelles, etc. Et qui offre des situations d'interaction, c'est notre paradigme, qui permettent de reconfigurer donc la didactique du français. Je souligne en tant que discipline scientifique. Le cas de la didactique de l'écriture. Inès, tu viens de parler de didactique du français, didactique au pluriel. Je poserai une autre question, mais par rapport à la scalarité didactique générale, didactique des disciplines, didactique des langues, didactique du français, donc didactique au pluriel du français, je suis en train de penser à la possibilité d'envisager des didactiques au pluriel des activités. Il y aurait des didactiques par hasard de l'écriture, des didactiques de l'oral, bon, qui vont avoir par la suite des retombées sur plusieurs, tout simplement, manières d'enseigner l'oral, plusieurs manières d'enseigner. Quand je dis manière, c'est-à-dire c'est à la fois la dimension des savoirs, les savoirs qui vont permettre d'enseigner l'écriture, mais les pratiques enseignantes qui vont être différentes. Donc, sociologiquement parlant, les recherches sont nombreuses à souligner, alors que la non-maîtrise de l'écriture, c'est un facteur d'exclusion, risque d'être un facteur d'exclusion sociale. À l'intérieur même de l'école comme à son dehors. Et que l'organisation scolaire, comme contexte prototypique, ça a été souligné par Patrick Ayou ce matin. Alors, l'organisation scolaire comme contexte prototypique pour la scolarisation des savoirs, je cite Nathalie Denisot, alors, cas de l'enseignement des langues, l'écriture n'est pas un contexte clos. Alors, Maurice Tardif et Claude Lessard, à travers un travail réalisé sur le métier de l'enseignant au quotidien, alors, et il n'en est pas autrement pour les situations didactiques initiées par la théorie de Brousseau. Les situations didactiques, je les rappelle à titre indicatif,
situation didactique, adidactique, non didactique. Alors, les situations, les exercices, les tâches, comme lieu de rencontre, comme dirait Christophe Renvaux, mais comme espace donc d'interaction, comme espace nouveau, où se tissent de nouveaux rapports au savoir et à la dimension contextuelle, à la dimension sociale des pratiques langagières, le cas de l'écriture. La notion de consigne, comme celle de tâche et d'exercice, qui est héritée de la tradition structuro-behavioriste et qui reprend systématiquement le schéma skinnerien, stimulus-réponse, et les repenser dans une perspective de recontextualisation. Je cite une nouvelle fois Renvaux, Ernst, Christian. Alors, des exercices et des tâches, une recontextualisation qui rend possible donc notre interaction en tant qu'enseignant, mais notre interaction en tant qu'élève aussi, avec le caractère complexe de l'écriture, ou de l'enseignement, apprentissage plutôt de l'écriture. Alors, de plus en plus inscrit dans une mouvance constructiviste, donc qui essaie de dépasser un peu le réductionnisme behavioriste par rapport au fait de considérer que l'exercice, la tâche d'écriture, c'est une question de stimulus-réponse. Donc, dans cette mouvance constructiviste, les tâches, l'exercice portant sur l'écriture, constituerait un outil didactique façonné presque subjectivement par les enseignants en contexte. Les enseignants donc en situation de conception. Et c'est ça donc le projet en fait de notre recherche. C'est-à-dire que sur la base en fait d'un corpus de dossiers pédagogiques réalisés par des enseignants différents dans différents contextes. Alors nous allons essayer de voir comment des enseignants, en fait c'est les mêmes, les orientations pédagogiques sont les mêmes. Alors nous allons voir comment à travers différents dossiers pédagogiques, à travers différents dispositifs didactiques, alors conçus, pensés, réfléchis, préparés incessamment, dans le cadre de plusieurs activités de planification. Alors comment ces projets portent sur les mêmes objets de savoir, et donc on va noter un rapport qui risque d'être subjectif par rapport au savoir, par rapport même à l'activité d'enseigner la même chose de différentes manières. Donc, à travers ces situations de conception de dossiers pédagogiques, et qui est exprimée différemment, tantôt par un impératif, je suis en train de penser aux consignes. Alors, les consignes qui sont formulées par des infinitifs, par un futur simple, par un futur proche, par une question, parfois suivie d'indications. La tâche donc de l'écriture, déclenchée par la consigne, devient une situation où se déclenche une nouvelle mise en scène du travail de l'enseignant et celui de l'élève, avec potentiellement un changement de rapport au savoir sur l'écriture, un changement de rapport à la tâche et même aux pratiques sociales liées à la maîtrise de l'écriture, répondant parfois à des questions comme alors, je suis en train d'écrire, mais mon écrit est destiné à qui? Qu'est-ce qu'on me demande d'écrire au juste? Qu'est-ce que je dois mettre dans mon écrit? Et si je mets quelque chose dans mon écrit, est-ce que c'est parce que je suis conscient quand même de l'intérêt qu'il y a à apprendre l'écriture à l'école, ou c'est juste pour avoir une bonne note, etc. Et donc, par sa complexité, il faut le dire, l'écriture ou les exercices en écriture favorisent des situations d'exercisation et de tâches dont les contextes de réalisation sont hétérogènes et différents. Viennent par un peu ce qui se passe du côté de celui qui enseigne, mais de la part de celui qui apprend, eh bien, il faut dire que ça aussi
on peut même dire que c'est un indicateur d'une pluralité de contextes par rapport à l'apprentissage de l'écriture, parce que, je devrais commencer par question de motivation, les élèves n'en profitent pas de la même manière. Et bien entendu, ils ne savent pas, ils ne développent pas les mêmes stratégies de conscience. Alors pourquoi? Ils ont tout l'intérêt à apprendre l'écriture à l'école, éventuellement pour s'en servir à l'extérieur de l'école. Et donc, c'est des élèves qui n'en profitent pas de la même manière, ou bien c'est des élèves qui ne se représentent pas la même consigne, la même tâche de la même façon, ne garantissant pas ainsi à l'apprentissage et à la réussite de tous les élèves, particulièrement par rapport à la tâche de l'écriture. Il y a là, donc à l'intérieur de la même discipline, une diversité de contextes, on vient de souligner, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau des savoirs à enseigner, des savoirs enseignés, qu'au niveau encore des apprentissages. Du point de vue du travail de l'enseignant, comme le soulignerait Bernard Schnebly, alors ces situations amènent les agents de l'organisation scolaire, le cas des enseignants, à développer des stratégies de rationalisation. Patrick Ayou l'a souligné ce matin en faisant allusion à ces stratégies théorisées par Max Weber, sociologue allemand, faisant allusion en distinguant entre des stratégies d'adaptation, en le sens de stratégie de recontextualisation, alors stratégie d'adaptation, stratégie de compensation et stratégie d'accommodation. Il y a là donc le travail supplémentaire qui pourrait s'imposer à l'enseignant quand il ne cesse de planifier son cours et ses activités pendant et même après son cours. Alors, le cas de l'enseignant, qui, en plus de la présentation de ces objets sur l'écriture, Bernard Schnebly parle quand même de ce premier travail de sémiotisation, présentation des objets, Bernard Schnebly 2000, qui recourt à des connaissances et à des activités de double sémiotisation. Voilà, c'est-à-dire, à un moment donné, un travail de présentation des objets liés à l'écriture, je vais considérer que ce n'est pas suffisant par rapport à un contexte, et que la singularité de la situation de l'enseignement et de l'apprentissage, avec des difficultés qui surgissent et qui vont nécessiter, ils vont exiger même de l'enseignant qu'il propose ou bien qu'il fasse preuve d'un autre effort supplémentaire, que l'on pourrait mettre sur le compte d'une double sémiotisation, où Bernard Schnebly parle de présentification des objets. Évidemment, peut-être Caroline apprenait ça à nos étudiants, un certain de nos collègues hier. Bon, j'avais compris ça à travers le questionnaire que vous avez administré par rapport aux données circonstancielles où un enseignant pourrait commencer et terminer son travail de planification. Et j'ai dû retenir qu'un travail de planification ne se termine jamais et que c'est un travail récursif. Voilà que je suis en train de reprendre donc par le travail de recontextualisation nécessaire. Donc Bernard Schnebly, double sémiotisation, Sandrine Ebi-Daré, qui parle d'une triple sémiotisation dans le sens de ce travail encore supplémentaire, qui va consister à travailler vraiment la conceptualisation et aider, venir en aide aux élèves pour qu'ils conceptualisent davantage et mieux donc les connaissances sur l'écriture. Du point de vue de l'élève, on devrait s'attendre à des effets d'interaction qui génèrent donc des activités de recontextualisation illustrées soit par donc on pourrait s'attendre à des élèves qui n'exécutent pas la tâche
qui ne réalisent pas l'exercice, qui résistent, à des chuchotements, à des agitations, à des demandes d'explication, à des demandes d'explicitation par rapport à la consigne de l'exercice, donc des demandes d'explication auprès même d'un père, même à une stratégie de dérangement, pour dire ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne vais pas te laisser tranquille, exécution des tâches, et donc erronée, discussion avec les voisins, ça pourrait même donc une demande d'un temps supplémentaire pour la réalisation de la tâche. Et dans une perspective de planification réflexive, alors d'autres activités dans le sens toujours de la recontextualisation à l'intérieur de la discipline, eh bien, d'autres activités devraient être mises en jeu pendant la tâche et le processus d'écriture. D'autres connaissances ou bien de connaissances supplémentaires d'ordre métalinguistique, présentation d'un écrit prototypique, c'est-à-dire un écrit modèle, de réécrire quelque chose qui ressemble à ça, exécution de tâches, planification de l'écrit, donc des indications par rapport à la planification, vous allez commencer par, etc., etc., et des indications supplémentaires sur la consigne. Donc généralement, c'est toutes les activités de remédiation qui pourraient venir en aide. Vous voulez que je prononce 3 points de suspension parce que voilà, j'ai mis 3 points de suspension en fait. Voilà, à suivre. Merci beaucoup.